sans jamais regarder en arrière. Alors, comme on a mentionné avant, de regarder ensemble ce petit clip concernant le Singapour, qu'aujourd'hui, notre invité va nous parler de plusieurs points concernant ce dossier de relations bilatérales entre l'Égypte et le Singapour, surtout sur le niveau économique et l'échelle politique. Et bien sûr, il n'est que notre cher invité, Monsieur le Général Ibrahim Choukri, notre analyste politique. Bienvenue à notre programme. Ravi de vous recevoir une fois de plus au plateau de Nile TV. Merci. Bonjour Madame Mona, bonjour Monsieur Samah. Bonjour Monsieur le Général. Si on parle de l'expertise singapourienne quand même, comment Singapour s'est transformé d'un pays avec plusieurs ethnies qui, je dirais pas s'entretuer, mais ils n'étaient pas tellement en cohérence dès le départ. Et puis, une fois le gouvernement soldé, quand même, ils se sont fixé un plan et ont suivi les directives de ce plan et se sont soudés en une seule nation. Bon, permettez-moi d'abord, avant de démarrer, que je vais vous en parler, puisque je suis d'origine sécuritaire policier et aussi je suis quelqu'un qui a étudié le droit des affaires internationales. C'est mon magistère. Donc je veux faire mixte des deux ensemble. Pour faire une sorte de développement dans une société, il y a plusieurs points que vous devez prendre en considération, mais le plus important de ces points, c'est l'être humain. Ce que nous avons vu au niveau de Singapour, c'est un changement dans les personnes, les personnages qui vivent sur ce territoire, sur ce terrain. C'est-à-dire, ils ont fait un changement au niveau de leur pays. Lorsqu'on lit l'histoire de Singapour, on comprend bien qu'ils ont pris leur indépendance l'année 60, 1960. Avant ça, ils étaient une colonie anglaise ou britannique. Et leur seule activité, c'était comme une sorte de port qui reçoit les bateaux et les navires. À l'époque, c'était des bateaux et des navires de guerre, ensuite des navires de commerce. Donc, ils étaient un point de transmission entre l'Est et l'Ouest, ou entre les pays et les marchandises qui viennent de l'Europe et d'autres qui vont jusqu'au Japon ou aux Chinois, à la Chine, bien sûr. Donc, il y avait aussi une présentation indienne au niveau de Singapour, parce qu'ils sont en relation du grand pays, l'Inde, lorsque l'Inde aussi faisait partie de l'Empire britannique. Maintenant, après les années 60, les leaders, les chefs de ce pays, ils ont pensé, pour faire ce changement, de commencer par la population. C'est-à-dire, ils ont changé l'éducation, la santé, hygiène du peuple, et aussi les projets qui peuvent augmenter l'économie de l'être humain, c'est-à-dire l'économie personnelle de chaque personne, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la famille à Singapour. Ils ont envoyé plusieurs personnes, plusieurs jeunes, de prendre de l'éducation à l'étranger. Bien sûr, les Singapouriens, ils connaissent bien la langue anglaise, puisqu'ils étaient une colonie anglaise. Ils ont étudié en Angleterre, en Amérique et aussi en Europe. Puis, ils se sont transformés d'une façon de faire des industries et commerce au niveau de la coopération avec les pays qui sont en voisin. Or, il y avait un défi très intéressant, c'est que c'est un pays qui se compose de plusieurs religions. Oui. Et ça, c'est un point très important pour nous, parce qu'ils ont essayé de faire un centre. On se rappelle, M. Samah, que notre président de la République a visité ce centre-là, un centre pour faire une réconciliation entre les diverses religions qui se trouvent là-bas. Donc le principe, c'est la nation, le pays en premier lieu, et tous sont des êtres humains qui veulent vivre sur ce terrain en coopération ensemble, en coordination, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui domine sur l'autre, et on accepte ce que nous appelons comment accepter l'autre. On accepte l'autre religion, l'autre pensée des autres, et à la fin, c'est de développer notre pays. C'était le principe avec lequel les Singapouriens ont commencé de développer leur pays durant une vingtaine d'années. Avant que le XXe siècle se termine, on a trouvé qu'il y a un changement dans un pays qui s'appelle Singapour. Ce changement au niveau humanitaire
au niveau de la vie quotidienne, bien sûr aussi un changement au niveau économique et au niveau de la finance qui se trouve dans le pays. Et on remarque bien, au début du XXIe siècle, que les Singapouriens, le revenu national, c'est le plus élevé au niveau du monde. Donc c'est quelque chose qui tire l'attention. Donc premièrement, la stabilité, deuxièmement, l'être humain, l'éducation, et aussi comment recevoir les autres religions et les autres personnes qui sont de même origine, de même nationalité, qui vivent avec vous. Et enfin, on peut tout de suite faire notre développement, soit économique, soit en développement industriel, etc. C'est un pays aussi qui a compté bien sur le nombre de l'habitat. Et c'est un point très intéressant, permettez-moi de dire aussi, parce qu'en Égypte, souvent on parle des 90 millions, que c'est quelque chose qui ennuie la vie des personnes ou bien qui ennuie les gouvernements. Mais au contraire, il faut profiter de ces 90 millions pour faire un progrès au niveau du pays. Donc si un pays a un grand taux d'habitat, ce n'est pas toujours un point négatif. Peut-être que c'est un point positif, mais l'important, c'est de bien planifier notre vie et de bien commander la vie des gens. Et eux aussi, ils ont fait ça. Et quatrième ou cinquièmement, il y a eu une sorte de coopération, ce qui m'intéresse maintenant, au niveau des pourparlers entre notre cher président, avec le président singapourien, sur le dossier antiterroriste. Je vois que la plupart des médias n'ont pas insisté sur ce point, bien que c'est un point très important, parce que aussi les habitants de Singapour, ils ont peur qu'il y aura des attentats terroristes durant les semaines qui vont venir à l'avenir, parce qu'il y a eu des gens d'origine asiatique qui faisaient membre de Daesh. Ce que je vous dis maintenant, ce sont des informations bien connues. Les membres de Daesh, pas seulement les Européens, mais aussi il y a des Asiatiques qui viennent de quelques pays où il y a une communauté musulmane, soit minorité, soit majorité, comme les habitants des Philippines, du Burma, de Singapour, etc., et qui peuvent avoir une sorte de transformement au niveau de leur mentalité afin de devenir des terroristes. Donc, il faut y avoir une coopération entre la plupart des pays du monde qui sont en quête de ce phénomène, y compris la coopération de l'Égypte avec Singapour. Parfait. Monsieur le Général, je vous invite et je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce reportage. Le président singapourien était en visite cette semaine en Égypte. Lundi, il a été reçu par le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi. Les deux dirigeants sont convenus à relancer l'échange commercial entre les deux pays, signalant avoir examiné quand même les coopérations d'investissement, les opportunités plutôt d'investissement prometteuses, notamment dans la région du canal de Suez, outre la coopération pour contrer le terrorisme. Notre collègue Echel nous fait le point. Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue au palais d'Ettehadiyya avec son homologue singapourien Tony Tan, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé être convenu avec son éminent hôte à relancer l'échange commercial entre les deux pays, signalant avoir examiné les opportunités d'investissement prometteuses, notamment dans la région du canal de Suez, outre la coopération pour contrer le terrorisme. Le président el-Sisi a d'autre part fait l'éloge à l'expérience distinguée du Singapour pour garantir la coexistence pacifique entre les différentes catégories de sa société. Pour sa part, le président singapourien a affirmé que le partenariat entre les deux pays avait été renforcé par les intérêts communs. L'hôte singapourien a d'autre part signalé que son pays accordait un intérêt particulier à l'investissement en Égypte. La visite du président singapourien intervenait à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Un mémorandum d'entente sur la coopération technologique au rang des domaines comme l'administration publique, la gestion de ports et de ressources de l'eau, ainsi que l'éducation ont été signés au cours de cette visite. Une délégation commerciale dirigée par la Fédération de commerce singapourienne s'est rendue également en Égypte en conjonction avec la visite du président Tan. Le président singapourien a aussi discuté mardi avec le Premier ministre Sherif Ismail des moyens susceptibles d'exploiter l'expérience singapourienne dans les domaines du transport et de l'enseignement afin de réaliser le développement durable. Le président singapourien a en outre été reçu par le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib. Cheikh al-Tayyib lui a exprimé son appréciation à l'expérience singapourienne
qui avait réalisé un grand progrès économique et technologique. Une forte délégation singapourienne qui a visité l'Égypte, présidée ou à sa tête le président même de Singapour. Plusieurs volets ont été discutés au cours des discussions entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue singapourien. Et monsieur le général, alors là, on parle de... vous avez mentionné l'expérience singapourienne en ce qui concerne les aéroports, les activités maritimes. Alors, cette délégation qui a visité l'Égypte également a visité le nouveau canal de Suez et a vu les projets là-bas. Comment peut l'Égypte profiter, comment peut-elle profiter de l'expérience singapourienne, surtout en ce qui concerne le développement de ces activités maritimes qu'on envisage faire en Égypte? Bon, vous voyez, toujours la vie est toujours échange d'expertise entre les êtres humains par tout le monde. Peut-être les Égyptiens ont donné leur expérience il y a un siècle ou 2 siècles aux Japonais ou autres. Maintenant, nous avons besoin de prendre l'expérience des Singapouriens. Pourquoi pas? Ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se déroule au niveau du canal de Suez, la nouvelle zone commerciale ou industrielle ou économique qui est en train d'être formée au niveau de la région du canal de Suez, en général, pas seulement le canal, mais autour de cette région, ce qui se trouve à l'est de l'Égypte. Donc, eux-mêmes, ils ont besoin de revoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider et aussi vont profiter, parce que s'il y aura une sorte de société ou des endroits économiques ou des zones économiques ou des industries, etc. ou autres, ils peuvent aussi participer. Donc, ils vont profiter eux-mêmes et ils peuvent profiter les Égyptiens par leur expérience. N'oubliez pas aussi que les ports qui se trouvent au niveau de Singapour sont très développés, surtout dans le domaine maritime et le changement des commerciaux. Commerciaux. Donc, nous avons besoin aussi en Égypte de bien étudier ce développement afin de faire quelque chose pareil ou supérieur au niveau de notre territoire égyptien, c'est-à-dire le canal de Suez aussi. On ne peut pas oublier que Singapour a commencé son développement avant le port de Dubaï. Donc, l'expérience est plus avancée que celle du monde arabe, soit Dubaï, soit Suez, etc. Ce changement ou ce changement d'expertise entre les deux peuples ou les deux pays, c'est très intéressant au niveau du développement des Égyptiens qui veulent faire ces jours-ci, parce que nous sommes en face d'un défi économique afin de faire un grand développement au niveau du pays. On a besoin de regarder et de revoir tout ce qui se passe autour de nous, surtout ce domaine-là, le domaine maritime et port, c'est un domaine d'une spécialité des Singapouriens. Certainement, surtout avec le projet ce projet logistique qui soit à Port Saïd quand même, qui est en construction à présent. Oui, bien sûr. Donc les projets qui sont en train d'être construits au niveau de Port Saïd ou Port Fouad, c'est-à-dire à l'est du canal ou à l'ouest du canal, ou à Sud-Sinaï, aussi au niveau du territoire de la Sinaï, en face de l'Ismaïlia. Tout ça, c'est une région de spécialité qu'on a besoin d'expérience au niveau du maritime, au niveau de changement de marchandises, etc. Au niveau du travail de port, qui est un travail spécialisé, qu'on a vu qu'il y a un pays qui est d'une grande amitié. Vous savez bien qu'il y a 50 ans de coopération du point de vue diplomatique entre nous et Singapour. Et on est arrivé à l'anniversaire du 50e. Donc, on doit profiter de toutes les expériences qui sont autour de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde, chaque fois qu'on doit avoir recours à l'ouest seulement. Mais peut-être l'est aussi peut nous aider par ces informations. Aussi, il faut prendre en considération la visite au niveau du cheikh et l'imam de l'Azhar, le grand cheikh de l'Azhar, Dr Ahmed Taïb. C'est très important parce que ça nous prouve aussi que c'est un peuple d'amitié entre toutes les religions qui veut faire une coopération avec les musulmans représentant par l'imam de l'Azhar. Aussi,
l'Égypte a offert beaucoup de places d'études pour les jeunes qui viennent de Singapour, de nationalité singapourienne, pour étudier au sein de l'Université de l'Azhar. Donc c'est une coopération aussi au niveau éducatif. Et ça, avoir recours aussi à ce que nous avons dit au début de notre discours, il y a une sorte d'amitié entre les diverses religions au niveau de Singapour. Donc les musulmans de Singapour, ils ont le droit d'étudier leur religion, et s'ils ont besoin de venir en Égypte, ils sont les bienvenus. Ils vont venir aussi pour faire les études qui sont bien dirigées au niveau de l'Azhar, qui représente les islamistes, et l'islam plutôt, l'islam qui est un peu contrôlé par l'islam intégriste. Oui. Alors également, Singapour possède un système administratif solide et fort. Taux de corruption est presque zéro. Alors une expérience vraiment qui mérite d'être admirée et imitée. Selon vous, à quoi est due cette transparence dans le système économique et administratif au Singapour? Bon, vous avez touché un point très très intéressant pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de notre pays contre la corruption, contre les gens qui utilisent mal leur poste de travail au niveau soit gouvernemental ou autre. Vous savez bien qu'il y a un département à la police qui s'occupe de lutte contre la corruption. C'est un département qui travaille sérieusement jour et nuit pour aller derrière ceux qui font la corruption et les autres. Mais aussi, ce n'est pas toujours un travail de police. Il faut être un travail des instituts de l'État. C'est-à-dire, on ne parle pas de la surveillance ou du contrôle administratif seulement, mais aussi l'État et le peuple lui-même doit avoir une conception que ceux qui font cette corruption, c'est contre le progrès de leur pays. Donc il faut faire un changement de mentalité des Égyptiens, c'est-à-dire un changement soit éducatif, soit culturel. Bon, il faut aussi faire propager ces idées au niveau des jeunes Égyptiens, éviter de faire ce genre de corruption, soit apprendre la corruption, soit aider à faire la corruption, etc. Et ces expériences, on peut les avoir aussi de Singapour, puisqu'ils ont fait ça. Chez eux, il ne faut pas un travail toujours aussi de la police, où ils arrêtent les gens, où ils les mettent en prison, etc., ils sont condamnés, mais aussi il y a des instructions, des informations, des décrets qui déterminent qu'est-ce qu'on doit faire, chacun, quel est son rôle dans le travail, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit éviter, etc. Et même le citoyen, quels sont ses droits envers l'État, ou envers les représentants du gouvernement, ou envers les salariés qui présentent service aux citoyens. Donc, il y a une sorte de charte au niveau de Singapour que nous devons aussi, en Égypte, faire quelque chose, je ne dis pas pareil, mais quelque chose qui nous convient nous-mêmes, qui est convenable à notre population, de bien respecter les règles, de respecter les droits de travail, avoir des chartes et des points communs afin d'éviter la corruption. Une des étapes les plus importantes au niveau de la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de propager aussi entre les peuples égyptiens la vie des logiciels, des logistiques, d'avoir des cartes au niveau de tout le genre de travail, d'éviter d'être en contact avec le représentant du gouvernement, c'est-à-dire de faire votre demande sur les sites internet afin d'éviter que quelqu'un vous demande de payer quelque chose sous table, etc. Vous pouvez utiliser l'internet, vous pouvez utiliser les sites internet de tous les organes de l'État, vous pouvez faire votre paiement des services à travers les banques, etc. Tous sont des points qui évitent d'avoir un contact avec quelqu'un responsable qui peut vous poser son point de vue et vous serez à la fin obligé de lui payer. Donc ce sont des moyens, si on les étudie bien et on les applique bien en utilisant la technologie moderne, on peut éviter un peu l'affaire de la corruption. Et en même temps, n'oublions pas de faire étudier aux jeunes que c'est quelque chose qui est contre la morale
et contre la religion aussi. Certainement. Monsieur le général Brahim, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci bien. Très fier d'être avec vous. Merci pour ces explications concernant ce dossier de coopération entre l'Égypte et le Singapour. Et ainsi, on arrive au terme de notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je remercie mon collègue Samer Rezi, merci. Merci. Et chers téléspectateurs, passez d'agréables moments sur NET TV International. Au revoir.